déjeuner Sixte qui concernait la notation des entreprises. Et juste avant ça, on avait organisé le déjeuner d'entrepreneurs sur le sujet effectivement de l'actualité économique de la Guadeloupe, où on avait le plaisir d'avoir Thierry, ainsi que le directeur régional des finances publiques. L'INSEE était présente, l'URSSAF également. Et effectivement, ça avait été un déjeuner très dense, avec beaucoup d'informations. Et on avait convenu avec l'IEDOM de convenir d'un point trimestriel sur la conjoncture économique et financière en Guadeloupe, de façon à avoir vraiment une vision la plus proche possible, la plus actualisée possible de la situation. Donc, on a le plaisir de démarrer ce premier point trimestriel avec Thierry, qui va nous quitter malheureusement bientôt. Ouais. On va le regretter. Tu peux nous dire où tu... Écoutez, oui, merci. D'abord, merci Isabelle, et merci de me donner la chance de pouvoir m'exprimer devant vous tous. Hein. Oui, alors, c'est ma troisième année en Guadeloupe, donc je couvre aussi les îles du Nord. Et effectivement, je suis affecté en Polynésie française. Voilà, donc je vais partir dans 15 jours. Donc, c'est la dernière intervention que je fais en Guadeloupe. Donc, voilà, c'était un plaisir de le faire pour vous. On était ravis de t'avoir à nos côtés. Effectivement, c'est ce qu'on se disait la dernière fois. Hein, on a vraiment pu rapprocher les relations entre l'UDE, MEDEF et l'IEDOM grâce à ta présence. Et on pense, en tout cas, au sein de la Commission économie et finances, qu'on a besoin d'avoir des données pour pouvoir... c'est pas que l'actualité pour nous montrer à travers les médias qui nous permet d'avoir... une sécurité pour nos entreprises, savoir où investir, comment est-ce que le climat se dégrade, comment faire pour redresser la situation, quels sont les secteurs qui sont en difficulté par rapport à d'autres. Et ça, effectivement, on a à cœur de pouvoir conserver de bonnes relations avec les hommes et continuer à avoir ces points d'actualité. Donc, je te passe tout de suite la parole pour... Très bien, merci au renouveau. Oui, je précise que donc, mon successeur s'appelle François Gros. Il arrivera fin août. Il vient de la Banque de France. Il est actuellement directeur régional adjoint de la région PACA, donc très grosse région de la Banque de France, et en charge en particulier de la succursale de Marseille. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très expérimenté. Et il sera, je suis convaincu, absolument disponible pour vous, pour ces points, etc., trimestriels. Et aussi, nous, on travaille beaucoup aussi avec beaucoup d'autres administrations, l'INSEE, ça. Mais vous avez aussi la chance d'avoir un DRFIP, et je vais utiliser d'ailleurs pas mal ces chiffres, oui. Qui aussi est très collaboratif, et donc on va pouvoir s'alimenter les uns les autres de toutes les informations. Voilà, donc on m'a demandé effectivement un petit point de conjoncture sur ce qui se passe en Guadeloupe. Donc je vais baser ma présentation sur 3 éléments. D'abord, un petit rappel macroéconomique, un petit peu comment se situe la Guadeloupe aujourd'hui en termes d'inflation, les grands indicateurs macroéconomiques. Après, je passerai rapidement, je passerai en revue un petit peu les éléments dont on dispose sur la situation des entreprises, hein, puisque c'est ce qui vous intéresse le plus. On va un tout petit peu évoquer la situation des ménages, qui se dégrade pas mal. Et puis, je fais un petit focus, puisqu'on a sorti, l'IEDOM a sorti très récemment un rapport annuel sur les délais de paiement. Donc, je sais, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les entreprises. Donc, on a quelques données là-dessus récentes, sachant que le DRFIP et le préfet avaient l'intention de faire une grande réunion à fin juin, mais donc qui a été reportée à cause de la situation politique, donc à la rentrée, mais je vous donnerai quand même les éléments. De toute façon, le rapport est sorti, il est public. Donc. Voilà, donc un petit peu, c'est les sujets que je vais évoquer avec vous. Alors, donc, j'ai la main, donc... alors, j'avais la main. Ça ne marche plus. Vous nous entendez bien? Ah. En distanciel? Ok, très bien. Oui. Parfait. Du coup, ça fonctionne. Ouais. Ça marche plus. Ah, voilà. Bon, voilà, donc les 3 sujets, les trois thèmes que j'aborderai. D'abord, le contexte, oui, on peut passer la suivante. Donc, le contexte général, encore. Donc, voilà, c'est un graphique, c'est pas nouveau comme chiffre, hein, c'est un chiffre de 2002, mais c'est le plus récent dont on dispose. Donc, c'est l'évolution du PIB en Guadeloupe. Donc, c'est un chiffre que nous calculons tous les ans avec l'INSEE et l'AFD, donc dans un cas d'un partenariat. Donc, évidemment, on n'a pas encore les données de 2023, on verra. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la période récente, pendant la crise sanitaire, la Guadeloupe, c'est la courbe verte.
a été le territoire d'outre-mer qui a connu la plus forte chute du PIB, puisqu'on était à moins 7,1%, pas très loin de la métropole à moins 7,9%. Tous les autres ont bien sûr baissé, mais beaucoup moins que la Guadeloupe. Donc, Guadeloupe a été particulièrement affectée par la crise sanitaire. Elle a ensuite rebondi en 2021, mais là encore, elle a moins bien rebondi que les autres, puisqu'elle a rebondi à plus 1,9% en 2021. Donc, elle est un rebond plus faible qu'ailleurs. En revanche, en 2022, c'est la Guadeloupe qui a connu la plus fort rebond. Alors, sans doute un phénomène de rattrapage. En tout cas, c'est ici qu'on a eu la plus forte croissance, à plus 5,9%, alors que partout ailleurs, la croissance était moins élevée. Voilà, donc ce qui fait qu'au final, on n'a pas totalement rattrapé le niveau de PIB de 2019, on est encore en retrait, mais voilà, on verra ce que donne 2023. Évidemment, je ne suis pas là pour donner des prédictions, on ne le fait pas encore, peut-être qu'on s'y mettra d'ailleurs à faire des prévisions, mais pour l'instant, on n'en fait pas. Ouais, on verra ce que ça donne, mais je présuppose que la situation sera quand même relativement morose en 2023, ça l'est encore. La 2024, on va le voir, ça devient beaucoup plus morose. Donc, juste, qu'est-ce qui avait tiré la croissance en 2022? Donc, c'était essentiellement la consommation des ménages. Donc, vous connaissez tous, après le Covid, les gens se sont un peu lâchés, ils ont consommé, ils sont sortis au restaurant, ils ont voyagé. Donc, ça a tiré l'économie et également le tourisme. Le tourisme a été l'un des principaux vecteurs de croissance de la Guadeloupe en 2022. Donc, c'est une exportation de services. Et donc, ça, voilà. Donc, là, c'est les deux phénomènes principaux qui ont tiré la croissance de la Guadeloupe en 2022. Voilà le contexte général. On peut passer au suivant. Donc, vous donner quelques éléments sur l'inflation. C'est quand même, pour une banque centrale, l'élément, c'est notre mandat de suivre l'inflation et donc de tendre vers une inflation de 2%. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la barre à 2%, qui est l'objectif de la Banque centrale de la BCE. Donc, ce que l'on observe, ce qu'on a observé pendant longtemps, pendant la période post-crise sanitaire, c'est une inflation qui était dans les DOM plus mesurée, quasiment 2 fois moins qu'en métropole. Vous voyez, la métropole, c'est la courbe en pointillé noir. Et donc, pendant longtemps, l'inflation en métropole a été beaucoup plus élevée que dans les DOM, et qu'en Guadeloupe donc. Ça peut s'expliquer, Didier, par le fait que, notamment, ce qui avait poussé l'inflation en métropole, c'était les prix de l'énergie. Et ici, il y avait quand même tout ça est réglementé, donc il y avait effectivement, ça avait permis de limiter la hausse de l'inflation. Donc c'est surtout ça qui a permis de contenir l'inflation dans les DOM. Par contre, ce que l'on voit dans la période plus récente, c'est que l'inflation chute en métropole, elle se rapproche de l'objectif de la Banque centrale, qui est de 2%, donc on est à 2,3% aujourd'hui. Donc, alors que dans les DOM, au contraire, on a plutôt une petite résurgence de l'inflation. Et voilà, ce qui peut s'expliquer aussi par des prix d'énergie, qui en revanche, il y a eu des hausses des prix de l'énergie, alors qu'en métropole, on observait plutôt une baisse. Voilà, c'est un peu Et puis, on a eu aussi des prix de l'alimentation aussi qui ont été assez élevés ici, notamment les produits frais. Donc, ce qu'on peut retenir pour la Guadeloupe, c'est que l'inflation en Guadeloupe, elle est donc au-dessus de la métropole, mais elle est la plus faible quand même. Elle est assez proche de celle de la métropole. Voilà, donc c'est là où on est alors le chiffre est indiqué, on est à fin mars, on était à plus 3%, alors qu'on était donc en métropole à plus 2,3%. Pendant les autres DOM, on était plutôt autour de 3,5% en moyenne. Voilà. Cette présentation, vous l'aurez, si pour tous les détails qui figurent. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. On peut passer à la suivante, Chloé. Voilà, le marché de l'emploi. Quelques mots sur le marché de l'emploi pour dire qu'il s'est amélioré un peu. Il s'est amélioré. Il y a eu une baisse quand même de la demande d'emploi en fin de mois, donc de catégorie A, donc de 4,3%, donc en moins. Donc on est à
quand même, alors je reviendrai, certes, ça s'améliore, mais on est quand même sur des niveaux très élevés, hein. Je rappelle que le taux de chômage, il est ici, il a baissé un petit peu, on était autour de 18, mais il est non, il est à 17,3%, c'est quand même 10 points supérieur au niveau national. Donc, il faut quand même, voilà, faut quand même rester raisonnable, mais il y a quand même une amélioration. Le petit point négatif, c'est qu'on voit que les offres d'emploi reculent, hein, donc on a une baisse de 11%. En revanche, bon, les emplois salariés, bon, c'est assez, ils évoluent peu, hein. Pour le privé, on est à plus 0,3% et le public stable voilà, sur un an. Mais bon, une petite amélioration quand même du marché de l'emploi avec un niveau qui reste quand même très élevé. Et peut-être pour revenir sur l'inflation aussi, juste vous dire aussi, mais là, on a parlé de l'inflation, donc de la hausse des prix, mais il faut avoir en tête que le niveau des prix est beaucoup plus élevé en Guadeloupe, enfin plus élevé en Guadeloupe qu'en métropole, puisqu'avec l'INSEE fait des calculs et en 2022, le niveau des prix en Guadeloupe était de 12% supérieur à celui du niveau national. 12% en moyenne. Les prix de l'alimentaire, c'était plus de 30%. Hein, voilà, donc selon on prend tout en compte, hein, mais quand on ramène tous les prix, c'est 12%. Voilà, ça peut, des fois, les gens disent, ah non, j'ai l'impression que c'est plus. Oui, parce que quand on vient au supermarché, c'est vrai que les prix alimentaires sont plus de 30% plus chers. Et moi qui vais en Polynésie, c'est 100% plus cher. Hein. Donc voilà. Voilà un petit peu sur le marché, un peu le contexte général. On peut passer. Donc, passons sur le climat des affaires. Donc, ça, c'est l'enquête trimestrielle que nous réalisons grâce à vous, hein, puisqu'en fait, nous interrogeons chaque trimestre environ 200 chefs d'entreprise de tout secteur, de façon représentative. Alors, je n'ai pas mis le graphique exprès, enfin, pas exprès, il ne faut pas charger, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'indice de climat des affaires, donc c'est une enquête trimestrielle, c'est une enquête d'opinion. Hein, on interroge les chefs d'entreprise sur l'évolution de leur activité, de leur charge, enfin, plusieurs éléments, et par des méthodes économétriques, on arrive à en faire un indice. Ils appellent l'indice de climat des affaires. Cet indice de climat des affaires, évidemment, il se pratique partout, en France, à l'étranger, dans chaque DOM, etc. Et c'est un indice qui est très fiable. C'est-à-dire que là, on a l'indicateur du climat des affaires du T1 de fin mars. On va bientôt avoir celui de fin juin. On est en train d'interroger les chefs d'entreprise. En fait, on l'a, vous voyez, avec un décalage de 2 mois à peu près. Eh bien, en fait, quand on calcule le PIB, donc c'est 2 ans après, hein, quand même 3 ans, quand on veut un PIB définitif, on s'aperçoit que les courbes, il y a une parfaite corrélation avec l'évolution du PIB. Donc c'est un indicateur très fiable, très très fiable, et donc bon, après il peut y avoir des fois des évaluations un petit peu différentes, mais en tout cas, voilà, sachez que voilà, c'est un indicateur et j'insiste beaucoup grâce à vous que nous arrivons à avoir cet élément qui est un élément de conjoncture très utile, qui est un indicateur avancé de la conjoncture, comme on dit. Donc, pour revenir à cet indicateur du climat des affaires, la courbe verte, c'est toujours la courbe de la Guadeloupe. Alors, ce que l'on peut observer, c'est assez curieux, c'est qu'en fait, pendant longtemps, la courbe verte était le moral, donc qui mesure le moral des chefs d'entreprise, hein, eh bien, était plutôt inférieur à partout ailleurs. Et depuis 2 ans, l'indicateur de climat des affaires en Guadeloupe est plutôt positif, hein, et même parmi les plus élevés de l'outre-mer. On est monté l'an dernier à un niveau de 115. Donc 100, je précise, ça veut dire qu'il y a autant de chefs d'entreprise qui sont pessimistes qu'optimistes, hein, ou qui considèrent que la situation va bien. Donc quand on est au-dessus de 100, ça veut dire qu'il y a plus de chefs d'entreprise qui sont optimistes ou qui considèrent que la situation va plutôt bien. Et en Guadeloupe, on a été pendant l'an dernier, en début de l'année 2023, donc il y a un peu plus d'1 an, on était à 115. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, en fin d'année 2023, donc il y a 6 mois à peu près, on est passé à 105. Donc on a perdu 10 points quand même, hein, en 2023. C'est pour ça qu'on y reviendra, mais la situation s'est dégradée. Mais elle reste positive. On reste au niveau positif. Et même, ça nous a un peu surpris, je ne vous cache pas, quand on a calculé le PIB, pardon, l'indice de climat des affaires du premier trimestre, on a une légère remontée en Guadeloupe. On est à 108, on était à 105, 106 et quelques. On a une légère remontée du moral des chefs d'entreprise. Ça peut paraître curieux, mais
quand on regarde les différents secteurs, bien voilà, certains n'ont pas été, la situation n'est pas si dégradée. Voilà, donc on va y revenir, hein, encore une fois, parce que je sais que parfois ça surprend, les gens me disent oui, mais la situation n'est pas bonne. Elle n'est pas si mauvaise, et vous verrez à travers certains indicateurs, même si elle se dégrade. Voilà, donc retenez aussi, donc on est au niveau 108, on est parmi les plus élevés de l'outre-mer, et en métropole, on est exactement au niveau 100 aujourd'hui, donc sachant qu'on était passé par un niveau 98. Attention, c'était au premier trimestre, donc là, je ne dis pas qu'il ne va pas se dégrader au deuxième trimestre, hein, on verra. Et alors, ce qui étonne les gens, c'est qu'aussi la Réunion, qui est souvent un territoire où les gens ont plutôt dynamique, enfin, ils ont la réputation, ou bien ils sont négatifs. Ils sont passés à un niveau négatif, donc il y a un moral un peu dans les chaussettes à la Réunion. Voilà. Bon, je ne parle pas de la Guyane. La Guyane, c'est la courbe jaune qui est très négative, qui est un peu remontée, mais ça, c'est à cause du spatial qui est à l'arrêt depuis pas mal de temps et qui, par son poids dans l'économie guyanaise, donc fait et qui tire l'économie. Donc, on voit que le climat des affaires, voilà. Donc, ça, un petit peu, on va revenir un tout petit peu en détail là, sur le suivant, c'est juste un focus sur la Guadeloupe par rapport à tout ce que je vous ai dit. Si on peut passer, Chloé, suivant. Voilà. Donc, ça, c'est la courbe exclusivement de la Guadeloupe. Vous voyez qu'il y a eu un effondrement au moment du premier confinement en mars 2021. J'oublie un peu, mais voilà. Donc, un effondrement du climat des affaires. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu une très rapide remontée. Alors, malheureusement, je n'ai pas la période 2010, au moment des événements de 2009. Il y avait une chute et ça avait mis beaucoup plus de temps à monter. Vous voyez qu'en fait, la crise Covid, c'est vrai, il y a eu une chute, mais le moral est assez vite remonté. Après, vous voyez que nous, on a une particularité, on a une petite rechute, c'était les événements de décembre 2021. Enfin une assez forte rechute du moral des chefs d'entreprise. En fait, ça a pas mal marqué les esprits, hein, parce qu'à Martinique, on ne voit pas cette baisse en 2021, alors qu'ils ont eu aussi des événements. Et c'est comme Guadeloupe où ça a marqué les esprits. Bon, après, on est remonté. Vous voyez, on est remonté vite. Hein. Oui, c'est différent. Voilà, c'est différent. Mais tu vois, on n'a pas cette allure de courbe, c'est beaucoup plus linéaire. Et donc, on a eu ensuite le moral des chefs d'entreprise est remonté. Il a baissé de 10 points, je vous l'ai dit, l'an dernier. Et là, il est plutôt stable. Voilà, il est plutôt stable à fin mars 2024, pardon. Voilà, pour les explications, c'est que les chefs d'entreprise nous disent bon, l'activité est plutôt bonne, et que leur trésorerie arrête de se dégrader. Enfin voilà, donc je ne vais pas insister, il faut que je perde trop de temps. Voilà, on peut passer au suivant. Là, j'ai utilisé une donnée du DRFIP pour justement vous dire que notre sentiment, c'est que la situation s'est dégradée, mais elle reste quand même pas mauvaise. Et on le voit donc à travers ce graphique encore une fois de la DRFIP qui montre le chiffre d'affaires de la Guadeloupe. Donc c'est le chiffre d'affaires déclaré pour des questions fiscales par les entreprises. Donc c'est une donnée qui est très fraîche, qui est très en plus pertinente. Hein. Et ce que l'on voit, alors celui-là, c'est à fin mars, je crois, ou même mars ou avril. On est à un chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises, grandes et petites, de 3,4% d'augmentation du chiffre d'affaires. Mais je rapporte ça quand même aussi au niveau d'inflation à la même période qui était de 3,5. Donc c'est pour ça, relativiser cette évolution positive de 3,4% par rapport à une inflation de 3,5, ce qui fait qu'on voit plutôt une certaine stabilité. Il y a encore quelques mois, on était sur des chiffres beaucoup plus élevés. On était à plus 6, plus 7% d'évolution. Et donc, par rapport à l'inflation, on était en net, en positif. Là, vous voyez qu'on est. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une stabilisation qui s'installe. Quel montant de chiffre d'affaires 12 milliards 813 milliards. Ce n'est pas le PIB, hein, c'est vraiment le chiffre d'affaires des chefs d'entreprise, des entreprises. On peut passer au suivant. On va justement regarder un peu plus en détail un peu de ce chiffre d'affaires des entreprises. C'est une déclaration d'affaires. Oui, c'est ça. Ouais.
Donc c'est fiable, hein, puisque c'est quand même assez complet. Hein. Et c'est récent, toujours. Ah oui, c'est ça, c'est très frais, c'est exactement ça. Donc ce que l'on voit là aussi, c'est, bon, retenez juste une chose, c'est par rapport à la florée graphique, hein, le commerce pèse quasiment la moitié, commerce tout confondu, hein, grande distribution, concessionnaire, tout ce qu'on veut, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires global de la Guadeloupe. Les autres secteurs, je ne vois pas d'ici, mais vous avez le BTP, etc. Mais en tout cas, retenez que le commerce, parce qu'on va voir maintenant dans le détail, quels sont les chiffres d'affaires par secteur, comment ils ont évolué. Ouais, slide suivant. Voilà, donc c'est toujours à fin mars. Voilà, donc ce que l'on voit, c'est que le chiffre d'affaires du commerce, hein, qui représente, je vous l'ai dit, 50% du chiffre d'affaires global, alors là, c'est quelque chose qui est quand même inquiétant. On voit qu'il est en baisse. Et c'est quand même quelque chose de nouveau. Bon, ça fait déjà quelques mois qu'il est en baisse, mais dans le passé, on sait bien que le commerce, c'est le moteur de la consommation des ménages, c'est le moteur de l'économie guadeloupéenne. Donc là, on est en baisse. Et oui, donc je rappelle toujours des RFI parce qu'il faut aussi rajouter l'effet prix. Là, c'est un chiffre d'affaires brut, hein, et quand on rajoute l'effet prix, ben, c'est sans doute davantage la baisse des prix, la baisse de l'activité. Oui. Donc, et puis quand on j'interroge régulièrement des chefs d'entreprise de grande distribution, ils confirment qu'effectivement, ils voient une modification des habitudes de consommation des ménages, le panier moyen qui diminue, le recours à des produits plus basiques, etc. On parle en moyenne, hein, y a des gens pour qui tout va bien, hein, je veux dire, mais en tout cas, il y a quand même globalement une modification des habitudes et une difficulté, on y reviendra, des ménages, et on le voit à travers le chiffre d'affaires du commerce. Ensuite, on voit, là, c'est donné, tout était positif jusque-là, et là, je vois dans le dernier chiffre que DRFI nous a communiqué, on voit les activités immobilières, c'est pas surprenant, on est en baisse de 15% de l'activité immobilière. Les banquiers, l'activité de crédit à l'habitat, sachez-le aussi, donc a diminué en production l'an dernier de l'ordre de 30% en Guadeloupe, hein, quand elle était de moins 50 en métropole. Hein. Donc nous, on a encore on a moins baissé, mais c'est quand même très spectaculaire la baisse bon, les taux, on sait tous, hein, les prix, etc., les taux d'intérêt en particulier. Voilà, donc l'activité immobilière est en baisse, ce n'est pas surprenant. En revanche, ce que l'on voit, c'est que l'activité de transport est en hausse de 12 et quelques pourcents, l'activité de construction à 15 et quelques pourcents. Il y a encore 3-4 mois, c'était beaucoup plus élevé, ces chiffres-là. Il était presque 30% le transport et l'hébergement, l'hôtellerie. Alors, ça peut paraître surprenant, mais il faut avoir en tête qu'aussi ces chiffres-là intègrent des hausses de prix importantes, notamment le transport. Le transport, quand on est à plus 30%, ça correspondait aussi à l'augmentation des tarifs, des prix des billets, qui étaient aussi de 30-40%. Donc finalement, les entreprises n'ont pas gagné beaucoup plus, c'est qu'elles ont compensé une partie de leurs coûts en augmentant leurs prix. Donc il faut avoir ça en tête. C'est pareil pour la construction. Quand on voit ça, on se dit bah, tout va bien dans le BTP, ils ont 15% d'augmentation du chiffre d'affaires. Mais en fait, ça intègre aussi des hausses de coûts, des matériaux, etc., qui amputent leur marge. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut garder ces chiffres-là, toujours bien regarder qu'est-ce qui couvre derrière. Mais vous voyez qu'en tout cas, globalement, à part le commerce, qui est quand même une grosse activité ici, l'activité est là. L'activité là, y compris le BTP, on va voir tout à l'heure qu'il y a des défaillances qui arrivent, etc. Mais il y a encore des marchés qui se poursuivent, il y a encore, même s'il y a des inquiétudes pour l'avenir, des renouvellements de nouveaux marchés qui tardent, il y a quand même de l'activité. Hein. Et le tourisme, hier avec un opérateur, confirme qu'il y a une baisse hein, depuis le début de l'année, de l'ordre de 5 et 10% hein, de l'activité. Hein. Mais on était sur des niveaux assez élevés les années précédentes. Donc, l'effet de base, voilà. Mais il y a un ralentissement certain partout. Voilà, on peut passer à la suivante. Voilà, alors peut-être on va passer à la situation des entreprises, avec un petit focus sur les défaillances d'entreprises qui sont suivies par la Banque de France. Donc, ce que l'on observe, donc le graphique de droite, c'est celui de la Guadeloupe. Ce que l'on observe, c'est qu'en moyenne, avant la crise Covid, on était autour sur 12 mois glissants, on était autour de 310 entreprises en défaillance.
En moyenne, depuis un an, on est à 290. Donc, on a l'impression donc on n'a pas tout à fait rattrapé. Mais en fait, quand vous regardez les derniers mois, on est au-dessus de 300. On est à 310 entreprises. Donc, c'est pas le discours que je tenais il y a peu de temps, mais ça y est, on a retrouvé le nombre de défaillances d'avant la crise. Donc, ça, c'est, entre guillemets, la mauvaise nouvelle. Voilà, c'est que ça y est. Rien que cette semaine, parmi mes clients, j'en ai 3. Ouais, ben, peut-être, voilà. Et donc là, c'est un chiffre en plus qui est récent, hein, il est à fin avril. Donc on voit que tout ce qu'on disait, c'est vrai. Alors, tout le monde sait que pendant la période Covid, les entreprises ont été protégées, on a suspendu les recouvrements, etc. Mais donc tout ça a repris et on voit qu'aujourd'hui, donc voilà, et en métropole, c'est la même chose. Hein. Maintenant, on a redépassé, vous voyez sur le graphique de gauche en bas, on a redépassé le niveau d'avant-crise. Hein. Clairement, là. Ouais. J'ai les petits camemberts, c'est juste pour montrer que les secteurs, vous les avez en couleur, mais j'ai isolé la construction, le BTP. Donc le BTP avant la crise, c'était à peu près 18% des défaillances. Aujourd'hui, c'est 25%. Donc c'est surtout ce secteur où on observe le plus de défaillances. Bon, c'est un peu ce qu'on entend aussi, mais c'est confirmé par les chiffres que l'on voit. Voilà. Donc nous, les Diodoms, on suit particulièrement les données des bancaires. Hein, donc on a quelques éléments sur les crédits. Ce que l'on a observé, c'est globalement, c'est à 31-12, mais ça ne change pas grand-chose. Ce que l'on voit, c'est qu'en 2023, on a eu une évolution des crédits aux entreprises négative, de moins 1%. C'est vraiment la première fois qu'on voit ça. Moi, j'ai toujours, bon, ce sont des encours de crédit, hein, ce n'est pas la production, c'est les encours, donc il y a une certaine inertie. On a donc une diminution de 1% des encours de crédit sur un an. Pendant très très longtemps, on avait des évolutions de 5-6% par an. Et là, on a une diminution. Donc, ça veut dire que, en plus, comme je vous l'ai dit, ce sont des encours, donc avec cette inertie, donc ça veut dire que la production s'est bien sûr dégradée davantage. Mais on n'a pas de chiffre de production, donc je ne peux pas vous les dire, mais en tout cas, tous les banquiers vous le diront. Alors, comment on explique ça? Il n'y a pas que, il faut aussi avoir en tête que, alors, les crédits d'exploitation, on voit, c'est la graphique d'en haut. Les crédits d'exploitation, c'est plutôt les crédits court terme, etc. On voit qu'il y avait une explosion des crédits d'exploitation en 2020-21 qui correspond à la mise en place des PGE, puisqu'ils étaient positionnés là. J'y reviendrai sur les PGE, je vous donnerai les chiffres des PGE. Donc, il y a une montée importante des PGE, et il est normal qu'aujourd'hui, puisqu'ils sont en phase de remboursement, il y a une diminution. Donc ça, c'est assez logique, hein, la diminution voilà. Ce que l'on voit aussi, c'est les crédits d'équipement. C'est la courbe en haut à droite. Donc, on a encore une évolution positive. À fin décembre, on est à plus 6% d'évolution des crédits d'équipement. C'est surtout les crédits d'équipement, c'est surtout le matériel, etc. Donc, jusqu'à la fin de l'année dernière, les entreprises continuaient d'investir. D'ailleurs, elles nous le disaient dans l'enquête de conjoncture, je continue malgré tout d'investir, etc. Je pense que la situation est en train, on va le voir, s'inverser. Mais en tout cas, jusque-là, malgré les taux, hein, parce que les taux, le crédit d'équipement, il était à quasiment 5%, hein, il avait augmenté de 70 points en 3 mois, ça on mesure aussi. Malgré ça, donc les entreprises continuent à investir. Ça, c'était le côté positif. En revanche, les crédits immobiliers, tout ce qui est construction de biens immobiliers par les entreprises, là, on était déjà en diminution en fin d'année à moins 1%. Là, c'est clairement l'attentisme, les incertitudes et puis les taux qui est élevé. Donc, on le voit qu'il y a une diminution. Bon, en tout cas, ce qu'on peut retenir globalement, c'est que le crédit aux entreprises est en légère diminution, et ce qui est un phénomène vraiment nouveau. Il y a les taux qui ont beaucoup augmenté, c'est vrai, et il y a aussi certainement un phénomène d'attentisme et d'incertitude dans le moral des chefs d'entreprise. On peut passer au suivant. Là, c'est pareil, une donnée du DRFIP. C'est aussi c'est une donnée récente, hein, donc de mars 2024. L'année dernière, ce n'était pas du tout ça. On était en positive à 7%. C'est les investissements déclarés, c'est tout ce qui est investissement des entreprises déclarés auprès de la DRFIP.
Donc là, à fin mars, sur un an, on est en diminution de 7% de l'investissement des entreprises. Donc c'est pour ça que j'ai aussi interrogé quelques banquiers avant de venir. Ils confirment qu'il y a une faible demande, très faible demande des entreprises en ce moment. Et là, on le voit à travers les chiffres concrets de l'investissement. Donc, voilà, il y a quand même un… Oui. Si je peux me permettre juste Ouais. de faire une remarque à ce stade-là, sur juste ma casquette fiscale, on s'est rendu compte depuis quelque temps avec la FEDOM que le mécanisme de défiscalisation outre-mer ayant évolué vers le crédit d'investissement outre-mer plutôt que sur la déduction fiscale, qui était un mécanisme assez simple, mais qui impliquait soit qu'on fasse une défiscalisation en externe, c'est-à-dire qu'il y ait des souscripteurs qui sont dans une SNC, qui injectent des fonds à une société qui veut investir, ou qu'elle le fasse en direct. En fait, il y a une transition voulue par le gouvernement vers le crédit d'impôt, qui peut être intéressant effectivement quand on a de l'IS à payer, mais quand on n'en a pas à payer, c'est tout aussi intéressant puisqu'on s'attend à recevoir un chèque vraiment de la part de l'administration fiscale. Eh ben, les délais de traitement des demandes de remboursement de crédit d'impôt ont eu un impact négatif chez les sociétés et aussi au niveau des banques qui constatent que quand elles accompagnent effectivement les sociétés pour ce type d'investissement, il y a une telle lenteur dans le traitement de la demande de remboursement qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à accompagner les entreprises sur ce type de mécanisme. Donc, on est en train d'essayer de proposer au gouvernement, alors qu'on a très peu de marge de manœuvre, des solutions pour pouvoir faciliter, assouplir, mais ça implique aussi qu'on ait une discussion avec les services de la DRFIP pour leur dire que plus les délais de traitement des demandes de remboursement sont longs, moins les banques ont tendance à vouloir accompagner les entreprises, d'où ce chiffre qui pour moi est assez choquant, puisqu'en fait on a sur le territoire un mécanisme qui aide à l'investissement productif, et on voit que l'effet est en recul. Et je pense que c'est lié à cette transition vers le crédit d'impôt, qui était une bonne idée, puisque au final, ça permet aussi de réinjecter de la trésorerie dans les sociétés qui font ce type d'investissement. Et le seul souci, c'est le délai de traitement, en fait. Alors, il y a sans doute des soucis administratifs, mais il y a peut-être aussi un certain attentisme face aux incertitudes, etc., des gendarmeries qui temporisent. J'imagine. Alors ça, clairement. Je l'ai entendu, il semble que j'ai eu une intervention la semaine dernière de la Banque de France, et qui nous disait qu'en métropole, il y a c'est un arrêt complet. Mais ici, on a une aide à l'investissement, et c'est ça qui peut être assez frappant, parce qu'on a un accompagnement fiscal. Et l'autre point, ce n'est pas que le délai de traitement, il y a eu aussi de la part des sociétés un manque de vigilance sur les obligations à remplir pour ce type d'investissement productif par rapport notamment au dépôt des comptes annuels. Où on a une doctrine fiscale qui est assez complexe, puisqu'il faut avoir rempli les obligations pour des 5 derniers exercices, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Alors qu'on voulait un assouplissement, les conditions sont devenues plus compliquées à remplir. Et il y a eu beaucoup de refus de la part de l'administration fiscale. Vous ne remplissez pas les conditions parce que vous n'avez pas déposé vos comptes annuels. Donc, ça peut aussi avoir rendu un peu plus frileuses les sociétés qui faisaient ce type d'investissement. Non, mais merci. On est là pour ça, pour compléter. Moi, je n'ai pas forcément les explications à l'écran. C'est utile de les avoir et le partage est utile. Voilà, donc en tout cas, le constat est qu'effectivement, dans la période récente, on voit effectivement que les entreprises freinent pour des raisons, toutes sortes de raisons, en tout cas leur investissement. Donc il y a certainement une certaine morosité qui s'installe. On peut passer au suivant. Voilà, les avoirs, cette fois-ci, alors on a parlé des crédits, maintenant on peut parler des avoirs des entreprises, de ce qu'elles ont sur leur compte bancaire. Là aussi, on a pareil, alors là par contre, on est encore un petit peu positif, on est à plus 1%, mais pareil, dans les périodes précédentes, on était sur des chiffres d'évolution de 6-7% par an. Là, on est plus disons, en stabilité. Alors, ce que l'on observe, c'est qu'on a une baisse des dépôts à vue, c'est le graphique en haut à gauche. Alors, pour deux raisons. Une baisse forte des dépôts à vue, donc les dépôts liquides sur les comptes bancaires. Donc, on a une baisse de 11% sur un an des dépôts à vue
que l'on peut expliquer par plusieurs choses. Une réallocation de ces dépôts à vue vers des placements plus rémunérateurs, et on voit sur le graphique de droite, c'est les dépôts à terme qui augmentent de presque 200%. C'est normal, ils n'étaient pas rémunérés pendant longtemps, et aujourd'hui, il y a, enfin, une période récente, ils étaient bien rémunérés. Donc, il y a eu un transfert des comptes à vue qui ne rapportent rien vers des produits qui rémunèrent davantage. Donc, ça, c'est une chose. On a aussi dans les dépôts à vue, donc à la fois des réallocations, mais ce que l'on voit aussi, c'est que ça, c'est pour les entreprises qui peuvent se le permettre, mais qu'on voit aussi des entreprises dont la tension de trésorerie s'accentue, et les banques nous le confirment, hein, ils ont de plus en plus d'entreprises qui tirent sur leur compte pour rembourser leur PGE, parce que ça a commencé, mais aussi pour faire face à la hausse des charges. Donc, on a des situations contrastées avec des entreprises qui peuvent se permettre de placer sur des comptes plus rémunérateurs, et d'autres qui, en revanche, tirent un peu la langue et sont obligés de tirer sur leur trésorerie. Et on les voit d'ailleurs, ces tensions de trésorerie, sur le graphique en bas, qui est l'évolution des découverts des entreprises, et on voit qu'il y a une remontée, effectivement, de tirages sur les découverts. Donc, des tensions de trésorerie qui quand même s'installent chez certaines entreprises, hein, je ferai un tout petit focus après sur les ménages, parce qu'on a une situation qui est identique. Voilà. Donc, voilà, là, tout ça confirme un peu le sentiment qu'on a d'une dégradation un peu de la situation générale. Alors après, je ne sais plus ce que j'ai. C'est fini. Non, on a les PGE. Voilà, les PGE. Il faut se souvenir que c'était la grande période de distribution des PGE, c'était 2020, un petit peu 2021, mais c'est surtout 2020, juste après le confinement. Donc, on a eu en Guadeloupe quasiment 3800 entreprises bénéficiaires pour un montant de l'ordre de 700 millions d'euros. C'est pas loin de 8-9% du PIB de la Guadeloupe. C'est pas mal, hein, c'est une bonne proportion, c'est plus qu'en métropole. Donc, si vous voulez, les banques ont plutôt bien joué le jeu. Je le vois aussi à travers la médiation du crédit. Hein. On a eu, depuis le début de la crise sanitaire, on a eu 100 dossiers, exactement 100 de dossiers. Donc, l'essentiel, c'était parce que les entreprises n'avaient pas bénéficié de leur PGE. Donc, dans plus de la moitié des cas, d'ailleurs, on a pu obtenir le PGE après le recours à la médiation du crédit. Enfin, s'il y avait vraiment eu des entreprises qui avaient été privées de leur PGE, on aurait eu sans doute plus de médiation. Voilà, en tout cas, moi je considère que les banques ont plutôt bien joué le jeu, et aujourd'hui on est à peu près à la moitié des remboursements. On est voilà, il reste à peu près la moitié des crédits à rembourser. Alors en métropole, le remboursement est plus rapide, mais parce qu'en Guadeloupe, les entreprises ont surtout recouru à des PGE longs. Elles ont utilisé la durée maximum sur 6 ans. 71% des PGE ont été octroyés sur une période la plus longue, alors c'était que moins de 60% au niveau national. Donc, c'est normal que l'amortissement mette plus de temps. On est donc quasiment tous en phase de remboursement. Donc, on n'a pas de données pour la Guadeloupe spécifiques, mais en termes de remboursement et de difficultés de remboursement, on n'a pas d'alerte particulière en Guadeloupe ni au niveau national. En tout cas, on n'en a pas plus qu'au niveau national. La Banque de France estime qu'au final, il y aura le risque final de non-remboursement sera de l'ordre inférieur à 5%. Ce qui est correct. Ce qui n'est pas du tout en Guadeloupe, le taux de sinistralité des crédits global, il a remonté d'ailleurs, hein, c'est l'année dernière, hein, on est autour entre 3,5 et 3,9%. Le taux de sinistralité. Il est plus élevé qu'en métropole, hein. Mais il a remonté, hein, indéniablement depuis quelques temps. Mais voilà, donc on est plutôt dans un… Ouais. L'assiette de ce 3,5%, c'est quoi? Ah ben c'est le montant qui a été accordé par rapport. Donc c'est ce que sur les 700 millions accordés, on aura une perte au final de 4-5% de ce. Voilà, sachant que les banques sont couvertes à 90%. Voilà, donc pas d'alerte particulière, hein, j'insiste beaucoup là-dessus, et plutôt une distribution assez large de ce produit.
voilà, qui est donc aujourd'hui en phase de remboursement, mais qui pompent quand même la trésorerie des entreprises, hein, parce qu'il faut les sortir quand même. Hein. Donc c'est là qu'on a vu tout à l'heure que certaines entreprises ont du mal hein, et que ça crée des tensions de trésorerie. Voilà, est-ce que peut passer avant de passer au délai de paiement, juste vous dire au niveau des ménages, bon, c'est pas trop le sujet du MEDEF, mais malgré tout, ça a un impact évidemment, ce sont vos consommateurs. Là, par contre, on voit une dégradation assez sensible de la situation des ménages, donc à travers pas mal d'indicateurs. On l'a vu dans la consommation, les chiffres du commerce, hein, donc déjà, donc on consomme moins. Nous, on le voit, l'IEDOM, à travers les dossiers de surendettement, les dépôts de dossiers de surendettement. On est en record historique. Hein. Bon, alors, ce sont des petits chiffres. Hein. On est autour de 550 dossiers sur un an. Donc, on a eu en 2022 plus 30% de dossiers de surendettement. L'an dernier, plus 10%. Et aujourd'hui, on est encore à plus 10%. Donc, on a une très nette une accélération des dépôts de dossiers de surendettement. On a aussi, on le voit, il y a un fichier tenu par la Banque de France qui s'appelle le fichier FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits des particuliers. On a une explosion. On a un doublement sur un an, des doublements des incidents de remboursement des particuliers. Voilà, toutes les autres données qu'on peut avoir sur les découverts, montrent qu'il y a une dégradation de la situation. Encore une fois, il faut avoir en tête que ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des gens pour qui la situation va bien. Mais les personnes, malheureusement, toujours les plus fragiles, nous, dans notre profil de surendettés, les profils qu'on voit des banquiers, ce sont les personnes, le profil des surendettés, chez nous en Guadeloupe, c'est 70% sont des femmes seules, avec ou sans enfants. Mais là où on voit aussi une dégradation très nette de la situation, c'est chez les personnes de plus de 55 ans et les retraités et les jeunes. Ce sont deux populations dont on voit que les situations deviennent plus compliquées et ce sont des populations qui n'ont pas bénéficié elles, des revalorisations de NAO, donc elles sont pas, nous salariés, on a pour la plupart d'entre nous été compensé plus ou moins de l'inflation, mais là pour ces personnes-là, l'inflation a pesé lourd dans leur budget. Et ce sont des personnes qui, justement, l'inflation a plutôt porté sur l'alimentation. Donc, bref, ils ont eu de plein fouet les conséquences de l'inflation. Et comme ils n'ont pas eu de compensation par des hausses de salaire, puisqu'ils n'ont pas de salaire, donc voilà. Donc, ce sont les personnes qui souffrent le plus. Donc, les ménages, je confirme qu'il y a vraiment une dégradation globale de la situation depuis déjà 1 an et demi à 2 ans, on l'observe. J'en profite pour vous interroger aussi sur la composition des dettes dans les dossiers, parce que je constate également qu'il y a beaucoup de clients qui se retrouvent dans une situation de surendettement par rapport à leur dette fiscale. Oui. Parfois des entreprises individuelles qui ont des dettes sociales également, qui ne font pas appel à l'IEDOM parce qu'ils ne veulent pas se retrouver avec un dossier de surendettement et les conséquences que ça peut avoir au niveau de la Banque de France, etc. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant de communiquer un peu plus sur comment ça se passe quand on dépose un dossier de surendettement à l'IEDOM. Donc, du coup, quelle est la composition essentielle des dettes dans ces dossiers Alors, l'essentiel sont des dettes bancaires quand même. Pourquoi? Parce que quand il y a de l'immobilier, la dette bancaire, elle pèse lourd. Mais ce que l'on observe, la tendance générale, ce que l'on observe, c'est une augmentation des dettes courantes, des charges courantes, des loyers, l'électricité. C'est ça qui explose aujourd'hui. C'est les gens, on a de plus en plus de personnes qui n'arrivent plus à payer leurs charges courantes. Encore une fois, les loyers, là c'est vraiment particulièrement flagrant, mais aussi les charges courantes, téléphone, eau, électricité. Donc c'est ça qu'on voit le plus. Donc c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'ils n'arrivent vraiment pas à faire face à leurs charges quotidiennes. Hein. Et on voit de plus en plus de personnes qui font appel au surendettement, qui n'ont 80% des personnes, elles ont des revenus inférieurs à 500 €. La moitié n'ont aucune capacité de remboursement. Voilà, donc c'est des situations, on est obligé d'effacer une partie des dettes. Donc c'est des situations très compliquées. Et alors, peut-être juste attention sur les professionnels, par rapport au surendettement, les professionnels n'ont pas accès au surendettement. Oui.
Oui, non, mais par contre, Mais- à titre perso. Alors, ils ne pouvaient pas jusque-là. Oui. Et il y a une nouvelle loi qui date depuis 1 an, justement, qui permet de distinguer les dettes professionnelles des dettes. Mais ça, c'est le juge qui doit le faire. D'accord. Le juge, il faut s'adresser au juge du tribunal de commerce, je suppose, qui va distinguer les dettes personnelles, si le professionnel a fait des dettes, s'est endetté à titre personnel, et des dettes professionnelles. Et les dettes personnelles, elles vont pouvoir être présentées à la commission de surendettement. On va pouvoir les traiter. Jusqu'à présent, on rejetait tous les dossiers de professionnels parce que c'est pas, ils ont des procédures tribunal de commerce, etc. Mais les dettes personnelles, c'était toujours un problème. Et donc maintenant, on peut les traiter. Mais ça, c'est le juge qui le fait. On n'a eu qu'un seul dossier pour l'instant fait par le juge. Mais parce qu'il y a de plus en plus de particuliers qui ont des cumuls de dettes de taxes d'habitation, taxes foncières, des taxes anciennes en fait, hein, même avant la réforme de la taxe d'habitation, de l'IR, et qui hésitent également à nous poser. Il ne faut pas hésiter. Alors d'abord, il faut, parce qu'on en parle souvent au DRFIP, effectivement, les impôts fonciers frappent des gens. Il y a des solutions. Il faut d'abord aller voir les impôts. Hein. Ils peuvent faire des dégrèvements, ils peuvent faire. Il y a plein de solutions. D'abord, aller voir le DRFIP qui va peut-être trouver des solutions. Après, nous, on voit effectivement beaucoup de dossiers de surendettement avec des dettes, effectivement, de plus en plus, dettes foncières, des dettes immobilières. Pareil, on va les traiter de la même façon, on va éventuellement les effacer, etc. Mais on n'est pas une machine à effacer les dettes, ça j'insiste beaucoup. Et j'aime pas effectivement. Retenez aussi une chose, c'est qu'on a à peu près tous les ans, les dossiers de surendettement, ça représente à peu près 20 millions de dettes, toutes confondues. Et on en efface ici en Guadeloupe 25%. Voilà. En métropole, c'est plus que ça. Ils en ont quasiment 30. Donc, vous voyez on est encore moins qu'eux. On essaie vraiment, pourtant, on a des situations très dégradées, des gens qui. Mais on essaie chaque fois de soit faire des reports, soit trouver des solutions. On évite d'effacer. Enfin, en tout cas, on n'est pas là pour. Mais on n'a pas le choix souvent. Voilà. Les délais de paiement, quelques mots sur les délais de paiement, parce qu'on a sorti donc notre rapport annuel et je vous invite à aller le consulter sur notre site internet. Hein, il est disponible gratuitement. Donc, ce sont les chiffres donc, de 2000. Alors, ça, c'est 2022, puisque c'est. Alors, il y a plusieurs choses. Ça, on va d'abord voir le crédit interentreprise à partir des comptes des entreprises. Ce que l'on voit, c'est que on a en Guadeloupe un délai de paiement, un crédit client de 32 jours en moyenne, qui est inférieur à la délai maximum de 60 jours, hein, et en diminution de 4 jours. Donc, plutôt une situation qui s'améliore un peu. Pareil pour les crédits fournisseurs, on est à 44 jours et une diminution globale de 3 jours. Donc, plutôt une situation qui n'est pas si mauvaise en Guadeloupe. Avec des délais qui ne sont pas excessifs et qui, en plus, ont plutôt tendance à se réduire. On peut passer sur. Après, les analyses, vous pouvez les retrouver dans ce document. Donc ça, c'était en 2022. Oui, c'était en 2022 parce que là, on est obligé d'attendre les comptes des entreprises. Et si tu veux, là, 2023, oui. Voilà, on est en train de collecter ceux de 2023, donc on ne les a pas encore. En revanche, là, on est sur c'est un extrait là, du rapport d'activité, du rapport annuel, pardon. Donc, c'est là le délai global de paiement. Ça concerne les dettes le paiement par l'État, uniquement l'État. On verra ensuite les collectivités. Mais l'État, la Guadeloupe se distingue parce que la Guadeloupe, c'est le meilleur score. L'État est un bon payeur. Et je crois que l'action de notre DRFIP y est pour pas mal, même si ça ne remonte pas seulement depuis qu'il est là, mais en tout cas, il a une action très volontariste, notre DRFIP, sur les délais de paiement. Et vous voyez qu'on est sur un délai de paiement en Guadeloupe de l'État inférieur à 10 jours. Quand on est, tous les autres départements d'outre-mer, on est à 28, 24, 42 même à Mayotte. Dans l'ensemble des DOM, on est à plus de 20. Et au niveau national, autour de 15. Voilà, donc il faut se réjouir quand même qu'on a une situation qui est plutôt favorable de la part de l'État en Guadeloupe. On peut voir ensuite, cette fois-ci, l'ensemble des autres collectivités. Chloé, on peut passer. Voilà. Donc là, maintenant, c'est délai de paiement de l'ensemble des collectivités. Donc, on vient de voir les services de l'État, c'est autour de 10 jours. La région est à 39. Le département à 34, les communes en moyenne à 60, les communes à 123.
Alors, ce sont des chiffres qui, jusqu'à là, étaient, j'ai pas secret, mais qui étaient assez, voilà, qui n'étaient pas publiés. Il se trouve que maintenant, Vous pensez qu'ils sont fiables? oui, Moi, je ne veux pas dire le contraire. Non, après, je vais revenir sur une chose. le délai région, je ne pense pas. Non, mais c'est des moyens. Hein, Et puis, est-ce qu'il y a incorporé dans le délai région tous les satellites autour de la région? C'est-à-dire. Eh ben, vous avez par exemple tout le truc de formation qui est à Petit-Bourg, Cigarelle. moi, je pense que oui, mais J'ai des doutes. alors, J'en ai des doutes. alors, déjà, ces chiffres-là ne sont pas dans nos rapports annuels, mais sachez que depuis 3-4 mois, le ministère de l'économie publie commune par commune tous ces chiffres-là. Donc, c'était quelque chose qui était à vrai dire, on ne le publiait pas, on ne le lisait pas trop, on connaissait les chiffres, mais c'est vrai qu'on était assez discret sur la situation, et maintenant c'est public. Donc c'est pour ça que je les ai mis. Donc la région 39, quand le délai prévu par le code de la commande publique, c'est 30 jours. Pour les établissements publics de santé, on est à 50 jours normalement. Vous allez voir tout à l'heure qu'on est à plus d'un an. Hein. Donc voilà le palmarès. Et un peu bon. Voilà. Donc c'est le constat. Je ne vais pas faire de commentaires. C'est un peu étrange parce que ça ne correspond pas trop aux remontées qu'on a de la part de. Après, ce sont des délais de paiement. Donc, qui correspond, le point de départ, c'est le délai de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur externe. Je mets des guillemets, mais j'entends parfois, oui, mais il y a des factures dans les tiroirs, et tant qu'elles ne sont pas sorties, tant qu'elles ne sont pas mises dans le circuit, ça ne compte pas. Donc ça, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Délai de traitement. Voilà, c'est à partir du moment où ça a été mis dans le circuit. Bon. Ah, je comprends mieux. Ouais. Après, oui, j'ai rien dit. J'imagine que tout est mis tout de suite dans le circuit, mais c'est pas moi de le dire. Voilà, mais en tout cas, voilà les chiffres officiels et tels qu'ils ressortent à partir du moment où ils ont été mis dans le circuit. Voilà. Donc on est pas mal positionné. En tout cas, on est mieux positionné qu'ailleurs. C'est pas forcément l'idée qu'on a, mais je crois qu'il y a un vrai volontarisme aussi du DRFI d'agir, c'est sûr, pas seulement auprès de l'État, mais aussi auprès de tous ces comptables publics, etc. Oui. Oui, parce que là, au final, on voit que ce n'est pas vraiment un problème public, même si on a certains délais qui sont plus importants, mais c'est plus le traitement en amont qui tarde. Parce que je vois bien point de départ, délai de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur. Oui, il faut que, évidemment, il faut que ce soit mis dans le circuit. Ensuite, on peut passer au suivant. Alors, là aussi, la Guadeloupe se distingue un peu par un très bon taux de paiement dans les délais en moins de 30 jours. 95% des factures sont réglées dans les 30 jours. Ça veut dire que 5% ne le sont pas, et peut-être c'est elles qui plombent un peu les chiffres globaux, mais en tout cas, 95% sont payés dans les délais légales de 30 jours. Et c'est le meilleur score de l'outre-mer. Vous aurez toutes les données dans le rapport d'activité, hein, si vous voulez les retrouver. En tout cas, voilà, là, donc vous voyez que oui, c'est marqué 85% pour l'ensemble des autres DOM. Donc on est plutôt en situation favorable en Guadeloupe. Ouais, je vois que ça vous étonne, mais. C'est le l'État, ça ou... Non, c'est toute la commande publique. Alors après, le titre, c'est des délais de paiement bien orientés pour la commande publique. Non, enfin oui, j'essaie de comprendre comment. C'est-à-dire que ça s'améliore et qu'on est plutôt pas mal en Guadeloupe. Ouais. On est plutôt mieux qu'ailleurs. C'est sûr que c'est une préoccupation. Oui, non, mais j'en doute pas, je sais. Ah, ben il y en a pour qui ça. De toute façon, malheureusement, ça tombe sur ce sujet. Ça peut courir beaucoup d'entreprises. Hein. Au niveau des instances de l'État et même de la région, ce soit une préoccupation. Maintenant, dans les faits, je pense qu'il y a un problème de traitement. Ouais. Il y a, je sais que le DRFI travaille avec les
collectivités, et notamment les établissements de santé, pour toutes les factures inférieures, alors j'estime Oui. de 1 000 €, Oui. qu'elles soient traitées quasi automatiquement. Oui. Il y a quand même aussi, mais c'est petits montants. Mais en tout cas, c'est 95% des factures. Donc, c'est pour ça qu'on a assez bons chiffres. Mais ça, c'est les données 2022 toujours. Non, 2023, ça. Ça, c'est 2023. Ouais, D'accord. c'était que pour le crédit interentreprise que c'était. Est-ce que vous avez une statistique des demandes de paiement qui sont envoyées aux trésoriers payeurs par les collectivités, mais qu'ils ne peuvent pas honorer parce que les fonds n'existent pas? Au final, Ils ne sont pas payés, ben non. Oui, Il n'y a pas la trésorerie. c'est lui qui refuse de les payer. Mais Oui, s'il n'y a sans pas la dire trésorerie. s'il n'y a pas de trésorerie. Ouais. Oui, en gros, ça n'apparaît pas dans les chiffres qu'on a vus là. Sur Ah, cette bah, si, situation. elles traînent, du coup, Tant elles ne qu'il sont n'a pas pas payées, payé, donc elles font partie des celles qui sont payées dans des délais très élevés parce qu'il n'y a pas la trésorerie pour le payer. Si, justement, c'est parce qu'on ne peut pas les payer. On peut passer au suivant ensuite, voir justement un peu. Voilà. Délai de paiement, alors ça, c'est les données du ministère de l'économie. Ce que l'on voit, c'est que sur l'ensemble des collectivités territoriales de la Guadeloupe, il y en a 10 qui payent au-dessus de 500 jours. Donc, vous pouvez les retrouver puisque c'est public. Donc, 4 supérieurs à 287 jours. 31 qui payent entre 50 et 95 jours. 21 qui payent entre 30 et 49. Et 22 qui payent inférieur à 30 jours. Voilà, donc c'est le palmarès de la Guadeloupe. Il faudra, le détail, vous l'aurez sur le site du ministère. Alors, le secteur public, hospitalier, donc c'est lui qui pêche. Hein. En Guadeloupe, on est à 84 jours de délai de paiement, quand on est pour l'ensemble des DOM plutôt à 60 jours. Donc là, par contre, on n'est évidemment pas bon, même s'il y a une amélioration, on a diminué de 9 jours. Donc là, il y a un vrai travail du DRFIP là-dessus pour essayer d'améliorer les choses. 84 jours, ce que j'entends, c'est que beaucoup se plaignent que c'est souvent bien au-delà. Bien au-delà. Parfois, un an, enfin, ça dépasse certaines factures. Donc, voilà. Donc là, par contre, on sait que le secteur public, enfin, santé, c'est vraiment partout, mais particulièrement en Guadeloupe, une problématique une grosse problématique. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais. Voilà, je voulais juste faire un petit focus, pas sans m'étendre, mais encore une fois, vous pourrez retrouver tous les éléments dans le rapport annuel ou sur le site du ministère. Mais je sais que c'est une préoccupation du président Blandin et logique, normal, hein, de toutes les entreprises. Hein. Mais voilà, en tout cas, encore une fois, j'insiste sur le volontarisme du DRFIP d'agir et il y a déjà des résultats. Mais bon. Il faut dire qu'on a aussi un certain nombre de communes qui sont quand même en situation financière très dégradée. Donc, par contre, ce n'est pas normal, la région et le département, normalement, ils ne doivent pas avoir de difficultés à régler. Donc, je pense qu'il peut y avoir vraiment une amélioration. Et ils travaillent beaucoup sur justement, comme tu disais, le DRTFI travaille avec les comptes publics, parce qu'en fait, c'est souvent un problème de circuit. Uniquement de circuit. L'argent est là. L'argent est disponible, ce n'est pas un problème. Mais c'est le. Pas très. Est-ce qu'il y a des questions en distanciel? Je crois voir, je ne sais pas si dans ces conversations, il y a un point rouge, c'est-à-dire que quelqu'un. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez revenir sur un point en particulier? Ou est-ce que c'était très clair? Ça laisse pour toi. Bon, très bien. Et dans la salle, est-ce que vous vouliez qu'on parle d'un point qu'on échange sur? Ouais, j'ai une petite question. Il y a l'activité cotation à l'IEDOM, l'entreprise. Est-ce qu'il y a des statistiques sur l'évolution des cotations globalement? Alors, non, c'est une bonne question, très bonne question, parce que je voulais l'avoir. En fait, je n'ai pas de recul suffisant. Alors, je reprends. La Banque de France vient de publier d'ailleurs des chiffres à fin 2023 sur les comptes 2022, du coup, mais globaux, nationaux, où on montre que la situation s'est pas dégradée, en tout cas, restait bonne. Mais c'était les chiffres 2022, les comptes 2022. Donc pour l'instant, ça, c'est le niveau national. Nous, je n'ai pas de données, effectivement, pour la Guadeloupe.
On a changé de dispositif de cotation il n'y a pas longtemps aussi, il y a 1 an, donc 1 an et demi, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a modifié notre… Donc, la comparaison est difficile. C'est ça qui m'embête, c'est qu'effectivement, j'ai du mal comme on a granularisé, on a détaillé beaucoup plus la cotation avec des critères un peu différents. La comparaison est difficile à faire. C'est évidemment l'exercice reste. Globalement, intuitivement, il n'y a pas eu de dégradation de la situation, mais c'est normal. Les comptes qu'on reçoit aujourd'hui, c'est ceux de 2023. Aujourd'hui, ce 2022 était plutôt bon, c'était l'année de reprise. Donc, on n'a pas une intégration. On va voir maintenant 2024, mais là, oui, je valide beaucoup de cotations. Je vois quand même qu'il y a une dégradation. Il y a quand même une dégradation des comptes, peut-être déjà sur 2023 par rapport à 2022, mais non, c'est assez stable. En tout cas, nous, on ne change pas. Ça, il faut retenir une chose, c'est que la cotation, on nous dit parfois, oui, mais même pendant la crise sanitaire, ah oui, mais il y a une situation particulière, il faudrait que vous ajustiez votre cotation, que vous soyez plus cool, etc. Non, c'est pas du tout notre volonté, mais ni ici ni en métropole, parce que justement, la cotation, elle doit garder sa validité, elle a des agréments à l'européenne, etc. On peut conserver cette… Donc, si la situation n'a pas été bonne à cause de la crise sanitaire, la situation ne sera pas bonne. Mais on ne veut pas, et l'outre-mer, on nous dit aussi parfois, ouais, mais on a des conditions d'exercice difficiles. On a des stocks plus importants, etc. Donc, il faudrait ajuster Voilà, il faudra adapter votre cotation. Et on ne veut surtout pas le faire, mais je pense dans votre intérêt, parce que si on faisait une cotation outre-mer, on dirait, ah oui, c'est une cotation qui n'est pas la même. Donc, au contraire, on a exactement la même. Et en fait, on s'aperçoit, je n'ai pas de statistiques à vous donner, mais on s'aperçoit qu'en fait, le profil des cotations en Guadeloupe par rapport au profil national n'est pas si différent. Vous avez deux… vous avez un BFR. Oui, mais les cotations sont pas si mauvaises. Qui est complètement supérieur au national. Oui, mais ce n'est pas pour autant que tu as des très bonnes cotes, tu en as quasiment autant qu'en métropole. Même si vous avez des situations, donc ça prouve la résilience des entreprises ici. C'est un sujet qui serait intéressant de voir, mais moi j'aurais bien voulu voir le bilan d'une entreprise qui atteint au niveau national la cote maximum. Parce que c'est parce que c'est la Banque de France, elle-même qui obtient un cote. Mais elle a l'air tellement complexe et compliquée et difficile à atteindre, j'ai du mal. Un cote maximum? J'en ai ici qui en ont. Ah bon? Voilà, ça serait bien que je vois de quoi est constituée la présentation. Malheureusement, je n'ai pas le droit de te les donner. Non, de façon anonyme. De façon anonyme. Ah, mais je te promets qu'il y en a. Moi, je signe régulièrement. Quel est le niveau de capitalisation? Quel est le niveau de réserve? Quel est le niveau de stock? Il y en a. Et effectivement, ce qu'on avait eu aussi comme information lors du petit déjeuner qu'on avait fait sur le sujet de la notation, c'est qu'on s'est rendu compte que les banques faisaient leur propre notation et que du coup, les banques, elles, sont locales, tiennent compte d'éléments également locaux sur la situation de l'entreprise. J'ai eu un aveu. Les banques envoient des notations à l'Institut d'émission qui influencent la notation de l'Institut d'émission. Non. Ça, par contre, je n'avais pas cette info. Non. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Ils regardent quand même l'information sur la notation en France. Nous, on a notre propre méthode aussi. Mais ils ont leur propre méthode. Ouais. Mais effectivement, ils consultent la notation faite par l'IEDOM. Mais la notation de l'IEDOM n'est pas influencée. Alors, méthode, cotation Banque de France, parce que c'est celle de la Banque de France. Non, mais je t'en prie. C'est vraiment la Banque de France. Nous, la Banque de France, elle cote 600 000 entreprises tous les ans, 600, 700 000. Donc, il y a 21 positions. C'est de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est par rapport aux probabilités de défaut. Donc, on sait que la meilleure cotation 1+, on va avoir droit à 0,00 défaillance sur l'entreprise. Donc, c'est à chaque fois réajusté pour que donc, les critères sont hyper stricts. Et on a des agréments donc, par la BCE qui acceptent le refinancement des entreprises bien cotées à condition que notre cotation soit fiable. Donc, dès qu'on a une entreprise qu'on a bien cotée qui défaille, pour nous, c'est la catastrophe parce que ça veut dire qu'on risque de perdre notre agrément. Donc, pour ça qu'on est hyper prudent, on fait très attention. Voilà. Et je vais aussi dire une chose parce que non, les banques se servent de notre cotation
comme étalon, souvent, parce qu'elles ont leur propre cotation, mais qui n'ont pas forcément les mêmes critères, parce que ça peut être plus court terme. Nous, on a la définition de la cotation Banque de France, je le rappelle, c'est la capacité d'une entreprise à faire face à ses échéances, à ses dettes, à l'horizon de 3 ans. Donc, c'est ça. On a entendu les banquiers dire, moi, c'est plutôt un an. Je veux une situation. Donc, on n'a pas forcément les mêmes critères, mais ce qui est important de savoir, c'est que la Banque de France, à travers l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel, contrôle les systèmes de notation des banques pour vérifier qu'ils ont des choses fiables pour que s'ils font n'importe quoi. Et notamment, l'étalon, c'est la cotation Banque de France. Donc, c'est-à-dire, s'il y a trop d'écart, la CPR va dire, oula, votre système de notation, pourquoi il y a tant d'écart? Ils vont demander des explications. Et certaines banques, par la BPI, sa grille tarifaire est strictement corrélée à la cotation Banque de France. C'est-à-dire, si tu as une très bonne situation, tu auras un très bon taux, et si tu as une mauvaise situation Banque de France, donc ils se basent sur nous. Les autres, ils ont chacun son pied. Mais en tout cas, non, nous, on ne se tient pas compte de ce que font les banques. Ce n'est pas dans ce sens-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai une deuxième question. Très bien, c'est Qui n'a magnifique. rien à voir avec la présentation. Sur la circulation de cash en Guadeloupe, est-ce que la circulation de cash diminue, comme on le voit dans des pays dans le monde, et est-ce que l'écart avec l'Hexagone se réduit? Alors, c'est un sujet qui me passionne, donc là, je peux en parler des heures, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Non. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, contrairement à l'idée reçue, la circulation fiduciaire, c'est-à-dire l'argent qu'on met en circulation, nous, quotidiennement, et par rapport à ce qui revient, donc la différence, ce qu'on appelle l'émission nette, augmente chaque année. C'est-à-dire qu'en Guadeloupe, on a 2 milliards en espèces qui circulent, 2 milliards. Et ça augmente tous les ans. Alors que on en utilise tous de moins en moins. Donc ça, c'est clair. Donc, les 2 milliards, ça fait à peu près 4 500 euros par tête d'habitant en Guadeloupe. En métropole, c'est 2 fois moins. Donc, on a une très forte consommation de cash dans les DOM en général et en Guadeloupe en particulier. Plus, on est à 20 000 euros. Mais 20 000 euros, mais en fait, cet argent-là, il part ailleurs. Il va en Guyane, il va en Brésil, il va au Suriname, etc. Donc, sur les 2 milliards, enfin, disons que sur la zone euro, elle a émis 2 000 milliards d'euros, grosso modo, 2 000 milliards. Sur ces 2 000 milliards, vous avez 15% qui sert aux transactions courantes, qui sert au quotidien à s'échanger. 15% seulement. Et cette part diminue d'année en année, puisqu'on utilise de moins en moins. Vous avez ensuite un tiers qui est thésaurisé, sous le matelas. Les gens qui gardent l'argent sous le matelas. Donc l'essentiel, c'est sous le matelas. Et en Guadeloupe, c'est pareil. Quand il y a des cambriolages, tout ça, c'est souvent des sommes très importantes, ce que disent les gendarmes. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois. Et la moitié à peu près de l'argent mis en circulation dans la zone euro, par la BCE, c'est à l'étranger. Elle est exportée, c'est-à-dire que non, c'est les Chinois, les Sud-Américains, ils veulent de l'euro. Imaginez un Vénézuélien, il est content d'avoir des billets euros plutôt que d'avoir sa monnaie locale qui se dégrade dès le lendemain. Oui. Donc c'est une monnaie l'euro est très apprécié des étrangers parce que les billets sont déjà de très bonne qualité, très peu contrefaits. Vous avez par rapport au dollar, ça n'a rien à voir. Donc, on a très peu de faux. Et on n'en a pas plus ici, d'ailleurs, qu'en métropole. Très peu de faux, habillés de bonne qualité, qui a été refait déjà 2 fois, qui est en train de refaire une 3e fois pour mettre des signes de sécurité encore plus sûrs, et avec une devise qui est stable. Donc, en fait, voilà, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'en fait, il s'est pareil en Guadeloupe. On émet sans cesse plus de billets, mais la plupart sont stockés sous le matelas. Certes, de moins en moins aux échanges, ou alors quelques-uns sont exportés dans quelques... Quelle est l'incidence, par exemple, d'une entreprise comme Western sur... J'ai pas de stats sur eux, mais oui, bon, il y en a un peu qui part, mais oui, il y a de l'argent qui circule, mais je n'ai pas moyen de contrôler. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, oui, les Domiens et les Guadeloupéens en particulier, mais sont très consommateurs de cash. Très consommateurs de cash.
Il y avait une donnée qui était intéressante, c'était Ouais. pour les avoirs financiers à Saint-Barth, Ah oui, à Saint-Barth. comparé à la Guadeloupe. À Saint-Barth, alors oui, à Saint-Barth, dans les banques locales, donc les avoirs, alors ouais, je te donne un chiffre de mémoire. Les avoirs des ménages en Guadeloupe, qui sont dans les banques locales, c'est 4 milliards à peu près, 4 milliards et demi pour 40 000 habitants, donc 4 milliards et demi, on va dire. À Saint-Martin, pour 32 000 habitants, c'est 600 millions d'euros dans les banques, d'avoirs de toutes sortes. Et à Saint-Barthélemy, pour 10 000 habitants, c'est 1,4 milliard. Rien que dans les banques locales. Donc c'est unique. Je veux dire, nulle part en France vous avez cette situation. Donc ce sont que les banques locales et pour 10 000 habitants. Donc ouais, ça, c'est des chiffres qui sont très impressionnants. Très impressionnants. Paradis fiscal. Il y a des us et coutumes. Hein. À Saint-Barth, ça fait partie de l'hérédité. Oui, non, mais voilà. Bon, après, on sait tous qu'il y a une situation un peu particulière. Non, Saint-Barth est vraiment un monde à part. Hein? Il y a peut-être aussi, puisqu'on parle des îles du Nord, mais après, je ne veux pas juste vous donner aussi, je vous ai dit tout à l'heure que les crédits en Guadeloupe, on était en diminution sur les entreprises, sur les ménages. Donc, globalement, il y avait une diminution un peu des crédits. Saint-Barth, ça a moins augmenté qu'avant, on est autour de 6-7% d'augmentation de camp. En revanche, là où ça explose, à Saint-Martin, côté français, on est à plus 15% d'évolution des crédits l'an dernier. Alors qu'on est, je vous dis, partout en France, on est en diminution, en Guadeloupe, on est en diminution, partout, on est en diminution. Saint-Martin, plus 15%. Donc, il y a un vrai développement sur Saint-Martin. Oui, on constate qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens, de Martiniquais qui s'installent sur les chefs d'entreprise. Et Saint-Barth aussi. Et Saint-Barth aussi. Moi, je concède plus Saint-Martin que Saint-Barth. Non, mais des Saint-Barth qui investissent à Saint-Barth. Ah, Saint-Martin, oui. Avec toutes ces données, vous ne faites pas donc de situation prévisionnelle. Non, on ne peut pas extrapoler ce que nous étions en 2021, ce qu'on a été en 2022, ce qu'on est en 2023 et ce qu'on va devenir en 2025. Non, on n'en fait pas. Je ne m'hasarderai pas, même si je peux supposer que compte tenu de ce qui se passe, on aura quand même des moins bons chiffres que d'évolution. On n'aura pas les 5,9 de 2022 d'évolution en 2023. Mais non, je ne m'aventurerai pas. Par contre, c'est un vrai débat et pour rien vous cacher, encore la semaine dernière, au sein de l'IEDOM, on a réfléchi à travailler sur des prévisions. Mais c'est tellement fragile, on a subi tellement de chocs imprévisibles dans ces territoires, c'est très compliqué. Après, on peut s'aventurer, puis on expliquera qu'il y a eu un choc qui a fait qu'en fait, on s'est trompé. Mais on y travaille. D'accord. Voilà. Mais l'IA pouvait le faire. Oui, ça fait partie des instruments pour utiliser. Mais enfin, sur le cash, oui, là, je pourrais vous en parler des heures. C'est un indicateur intéressant. Hein. C'est un indicateur. Donc 2 milliards de cash qui circulent en Guadeloupe par rapport à un PIB de 9 milliards, 10 milliards, on va dire, donc 20% du PIB en cash. Ça, c'est la caractéristique d'un pays. La zone euro, c'est moins de 9%, c'est 9%. 20% et au-delà, c'est caractéristique d'une économie où il y a quand même beaucoup d'économies informelles, beaucoup de Activité informelle. Eh oui. Ou d'anxiété. Aussi. Non, mais c'est un signe que l'argent. Donc ça n'a pas tendance à diminuer. Ah non. La progression est moins rapide. Mais on continue, nous, à émettre plus de cash au quotidien que ça revient. Mais moins qu'avant. La population diminue. Oui, il y a ça aussi. Oui, il y a ça, mais je pense aussi. Oui, puis des gens, quand même, pour avoir du cash, il faut aussi avoir des. Enfin, voilà, non, mais on en émet toujours plus. Et c'est ce qui. Nous, dans les banques centrales, on vit sur deux choses. Hein. On gagne de l'argent par rapport on prête aux banques, sur la base de la cotation. On prête aux banques, donc ça nous rapporte de l'argent. Ça ne rapportait pas pendant la question puisque c'était négatif. Les banques gagnaient de l'argent. Bon, maintenant, ça y est, on est revenu sur des taux plus normaux. Donc, et la deuxième façon de gagner de l'argent des banques centrales, c'est ce qu'on appelle j'ai oublié le terme. En fait, on fabrique des billets
qui coûte, je sais pas, un billet de 100 euros, il va coûter quelques centimes. On va le vendre 100 euros. Bon, Voilà. Mais ça marche tant qu'on en met plus. Parce que si vous me les ramenez plus que là, je vais vous rembourser 100. Donc tant que le cash, il y a plus en plus de cash, tant on gagnera de l'argent. Mais c'est vraiment une source de revenus très importante pour les banques centrales. Il faut qu'il y ait encore beaucoup de passages en Guadeloupe. Tant qu'on nous demande des billets, ça nous va. quand une banque octroie un prêt à une entreprise, elle émet de la monnaie. Oui, alors le fameux crédit fonds des dépôts et les crédits. Oui, c'est ça. On crée de la monnaie, oui. Et la création la monétaire. différence entre les deux, quelles sont les Non, ça n'a rien à voir avec le cash. C'est la création de monnaie banque centrale. C'est deux notions différentes. Là, le cash, en fait, nous, l'argent, quand tu vas faire un crédit, il ne va pas forcément aller en cash. Mais par contre, le cash, nous, on répond à la demande. Voilà, les banques nous demandent de l'argent en espèces tous les jours, ils viennent chercher, ils nous ramènent, et en fait, on répond à la demande. C'est que répondre à la demande. Ce n'est pas tout à fait la monnaie banque centrale. Il semblerait qu'on ait une question. C'est de Jean-Marc. Oui, Isabelle, merci. Je rebondis sur la question du cash. C'est clair que chez nous, avec une population immigrée, il y a peut-être du cash qui repart vers Haïti ou la Dominique, mais est-ce que vous avez une étude sur ce que peut représenter aujourd'hui dans notre économie le narcotrafic? Non. C'est ce qui est sous le matelas. On a dit à demi-mot tout à l'heure. Ouais, ça doit être une part assez importante. Non, j'ai aucune donnée là-dessus. J'ai aucune donnée. On se doute que c'est une des raisons, bien sûr. Mais non. On a dit 2 milliards, c'est ça? 2 milliards d'euros, ouais, en cash. Sur le territoire. Tout maintenant se paye avec la carte, sans contact. Oui, donc 2 milliards, c'est encore une fois, vous divisez par la population, et ce que ça donne, c'est comme si chacun de nous avait presque 5 000 euros dans sa poche en espèces. Moi, je ne les ai pas, donc ça veut dire que certains d'entre vous en ont beaucoup. Donc, aujourd'hui, l'utilisation dans l'économie formelle est extrêmement restreinte. Aujourd'hui, on ne peut plus dépenser plus de 1 000 euros, donc quels que soient les achats qu'on peut vouloir faire. Donc, l'augmentation de cette partie est extrêmement préoccupante, moi, je trouve. Est-ce qu'on est sur une augmentation ou est-ce qu'on est sur quelque chose de plutôt stable? de l'augmentation. Les 2 milliards pour le territoire. Non, je disais, il augmente tous les ans, mais il augmente moins vite qu'avant. On est sur l'an dernier, on peut être à une augmentation de 1-2% d'augmentation de la circulation fiduciaire, alors qu'on était sur des chiffres d'évolution, il faut avoir en tête, c'était 10% par an, c'est-à-dire ça augmente très vite. Alors qu'en fait, le cash est de moins en moins utilisé dans les transactions courantes, mais la demande n'a jamais été aussi forte. Les gens, pendant longtemps, veulent du cash et les gens stockent du cash de plus en plus. Ils n'ont pas confiance aux banques. Alors, ce qui change un peu, c'est que pendant la période Covid, il y avait une forte demande de cash parce qu'il n'y avait rien de rapporter de l'argent. Donc, vous ayez du cash ou vous le passiez sur un compte, c'était la même chose. Alors que maintenant, les gens se disent, je peux trouver un placement à 4-5%, oui. Alors que donc, si je garde du cash, je prends un risque déjà de me le faire voler, et en plus, il ne rapporte rien. Donc là, les gens réfléchissent davantage. Donc c'est pour ça que ça se ralentit, la demande de cash. Mais il y a des gens, pas seulement parce qu'ils font l'économie informelle, mais qui n'ont pas confiance dans le système bancaire, qui n'ont pas confiance, on le voit à travers aussi les cryptoactifs aussi. Les gens veulent sortir des circuits traditionnels. Du coup, moi, je pose la question, c'est-à-dire que je pensais que ça avait un lien aussi avec la présence des touristes sur notre territoire. Non, ça joue peu, parce qu'en fait, on ne sait rien, parce qu'on n'a pas de mesure, mais on estime qu'il y a autant de cash qui rentre par les touristes que qui sort. Quand je vais aller en métropole, je vais peut-être avoir un peu de cash sur moi, je vais le dépenser en métropole, je vais le retirer ici, mais l'inverse, les gens viennent bien. Ils payent par carte, ouais. Okay. Y aurait-il, à votre avis, une relation entre l'usage du cash et l'évasion fiscale? Parce que nous sommes entourés quand même de pays extrêmement ouverts, faciles d'accès par tous les moyens qu'on connaît de transport et autres. Et donc, il était très aisé de pouvoir avoir du cash que l'on peut emmener dans les îles voisines, où on trouve toujours un accueil relativement favorable. Probablement, mais est-ce que vous avez un avis sur ce qu'on représente au point de vue évasion fiscale, simplement? Donc, les quantités de cash qui peuvent quitter le territoire. Alors, j'ai aucune donnée, et puis là, je réagis simplement en tant
Voilà, je me doute que oui, mais je ne peux pas vous le. D'accord. Et j'ai pas de réponse officielle là-dessus, D'accord. mais D'accord. forcément, à mon avis. Et en ça a Martinique, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Oui, D'accord. oui, oui. D'accord. Oui. Il n'y a que Mayotte, Mayotte et la Guyane. Mayotte aussi, parce que ça part sur les Comores. On est sur des chiffres. En Guyane, il y a leur paillage en plus. Oui, oui, non, mais surtout l'argent, là, pour le coup, c'est évident qu'il part des pays voisins. On voit les files d'attente chez Western Union, à certaines périodes Voilà. du mois. Et puis, ils préfèrent avoir de l'euro qui est stable que leur monnaie locale qui se dégrade. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben, merci beaucoup Thierry pour Merci ce beaucoup, point Merci. très complet, très synthétique et qui nous permet d'avoir une bonne visibilité sur le climat des affaires. On voit effectivement que la défaillance des entreprises continue à augmenter. Moi, effectivement, les retours que j'ai sur le terrain des confrères qui font cette activité-là, c'est qu'ils travaillent non-stop. Ouais. J'ai également un confrère à La Réunion qui est un ancien mandataire qui me dit que c'est aussi une catastrophe à leur niveau. Beaucoup de défaillances d'entreprises. Donc, c'est plutôt ça c'est aussi ça qui est inquiétant pour nous. Parce que on est plus dans du retard. À une époque, il y avait du retard sur les traitements des dossiers justement de défaillance. Là, on est. Qu'est-ce que vous dites beaucoup? Les rôles sont complètement chargés. Donc, effectivement, on a un très bon greffier qui avance bien sur les dossiers et le tribunal fonctionne bien, mais les rôles sont complètement chargés. En tout cas, l'information que j'ai pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, c'est que ça repart à la hausse vraiment très fort. Donc, c'est ce qui peut paraître inquiétant, avec effectivement un secteur d'activité qui est plus touché que celui du BTP, mais il y a quand même Oui, on voit qu'il n'y a pas que ça. des multi-secteurs. Oui, complètement. Et au niveau de la progression des nouvelles sociétés, parce que ça, c'est pareil, il y a souvent des équilibres, on arrête une société pour en faire une autre. Est-ce que dans la création d'entreprises. Mais aujourd'hui, ça a toujours été un peu le sport national. Hein. Donc, derrière, je pense qu'on doit être à un niveau assez élevé aussi en création d'entreprise, mais on pourrait qu'on fasse cette analyse plus précisément. Effectivement, ça a été toujours un moyen de pouvoir couvrir la situation de défaillance de la société d'en recréer une autre. Et le problème, c'est que aujourd'hui, je ne suis pas sûre que le parquet soit suffisamment équipé pour pouvoir surveiller ce type de détournement, mais effectivement, c'est classique sur le territoire. Un peu partout d'ailleurs. Donc voilà, merci en tout cas. Juste dire qu'on a sorti notre rapport annuel 2023 sur la Guadeloupe, là, il est sur notre site internet. On va le diffuser aussi pour la version papier pour certains d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas sur notre site internet. Rapport annuel 2023 de la Guadeloupe, il est disponible gratuitement, en téléchargement, etc. Et on sortira ceux de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, comme d'habitude, au mois de septembre. D'accord. Ce que je propose, c'est que quand on va faire suivre ta présentation aux membres de la commission, les liens, on puisse joindre le lien qui correspond au rapport annuel. Ok. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. C'est l'habitude.